à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. À la Cantorade, nous retrouvons Yann Trollez. Bonjour Yann. Bonjour Bernard. Avec André. Bonjour à toutes et à tous. Et nous parlons pour cette deuxième chronique de ces molécules complexes, entre guillemets, présentes dans l'espace interstellaire. Alors on peut se poser quand même encore d'autres questions, on n'arrête pas de se poser des questions. Finalement, comment se fait-il que l'on puisse trouver des molécules qui ont pour certaines en tout cas, des structures analogues à celles que l'on trouve sur Terre? Comment se fait-il, par exemple, que sur une météorite qui est tombée, là c'est sur une météorite qui est tombée au Maroc ou une autre qui est tombée en Australie, on trouve du ribose? Ça veut pas dire nécessairement que la vie est quelque part ailleurs, mais comment se fait-il que des molécules que l'on trouve ici sur Terre et qui participent en tous les cas à la matière vivante puissent se trouver à des millions d'années-lumière? Est-ce que vous avez des idées, des pistes, Yann, là-dessus? C'est une excellente question. C'est vraiment aussi ce qui taraude les chercheurs aujourd'hui, d'essayer d'expliquer la formation de ces molécules-là. Donc, on a des pistes. On essaye de mettre en accord les conditions qui règnent dans les nuages moléculaires ou bien sur les futurs météorites qui vont tomber sur Terre, pour expliquer la formation de ces composés-là. C'est pas très facile de l'expliquer, parce que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit réaliser des simulations sur Terre en essayant de se rapprocher le plus possible des conditions de réaction qui règnent dans le milieu interstellaire. Alors ça, c'est pas simple, parce que, comme je le disais dans la chronique précédente, il y a une histoire de temps qui rentre en jeu, et nous, en tant que chercheurs, on n'a pas le temps. En tout cas, on n'a pas un temps astronomique devant nous. Et donc, du coup, il faut essayer de faire avec ce qu'on peut, avec les moyens du bord, si je puis dire, sur Terre, pour essayer de simuler au mieux les réactions qui ont lieu dans le milieu interstellaire. Alors néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on essaye de prendre en compte le fait que quand on est dans le milieu interstellaire, il n'y a pas d'atmosphère, puisque l'atmosphère elle est liée à des planètes. En tout cas, sur Terre, il y a une atmosphère qui est relativement dense, qui nous protège d'ailleurs des rayonnements. Mais vous n'avez pas cette protection-là dans le milieu interstellaire. Et donc, du coup, on peut supposer que ces rayonnements ont un rôle justement pour la formation, ou voire la destruction des molécules qui ont été formées, pour amener une certaine diversité moléculaire là-bas. Donc c'est un peu ça qui est étudié actuellement. Alors on revient à vous en avez parlé un tout petit peu, à des expériences qui ont été faites, je pense aux expériences de Miller ou d'Oparine. Et là, je sais que vous allez les critiquer, et justement, je vous demanderai un peu de critiquer ce que je vais vous raconter, à savoir que les expériences de Miller, où on a cru pouvoir, à travers... en prélevant, vous allez me corriger, parce que moi je connais pas bien le sujet. J'ai lu qu'on a pu déterminer la composition de l'air au moment de l'ère primaire en faisant des prélèvements dans les bombes volcaniques. Et à travers ces données-là, on a essayé dans des enceintes de se rapprocher de cela et de faire passer des étincelles. Et on aurait vu apparaître des molécules type organique, acides aminés, je ne sais pas, à vérifier. Donc ça s'est passé dans la presse. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans quelle mesure c'est vrai? Et dans quelle mesure c'est faux? Et par ailleurs également, les expériences d'Oparine, peut-être que vous pourrez nous raconter un peu tout ça, comment ça s'est passé, parce que finalement... Bien sûr, quand on lit la Bible, on voit des tas de choses à travers le feu, l'eau, etc. On a parlé d'une soupe biotique au fond des océans. Enfin, il y a des tas d'hypothèses
qui tourne un peu partout. On a parlé aussi de la théorie de la panspermie, c'est-à-dire que des molécules, et vous allez me dire c'est vrai, des molécules venant de l'espace interstellaire ou portées par des météorites arrivant sur Terre, pouvant influencer ou déclencher des mécanismes pouvant amener à des molécules impliquées dans les processus vivants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Après, André vous interviendra aussi. J'ai essayé de reprendre dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé au niveau de la recherche. Merci. Oparin, c'est un chimiste russe, enfin soviétique, russe puis soviétique, qui est un peu le père de ce domaine de recherche qui est la quête des origines de la vie. En fait, effectivement, il a théorisé l'idée selon laquelle l'atmosphère primitive de la Terre, il y a plusieurs milliards d'années, avait permis finalement, d'une manière ou d'une autre, la formation des molécules, qu'on va dire des briques de la vie, des molécules nécessaires finalement à la formation des êtres vivants, des organismes vivants, et que finalement l'origine de la vie, d'une certaine manière, elle n'était pas divine, mais elle avait une raison, une origine rationnelle, et qu'on pouvait l'expliquer par la science. C'était un peu ça, finalement, sa philosophie. Et alors, donc ça, c'était il y a une centaine d'années à peu près qu'il a théorisé ça, qu'il a fait aussi des expériences à ce propos, et une expérience très célèbre qui a un peu mis à l'épreuve justement, ou qui a voulu tester cette théorie d'Oparin, qui est l'expérience de Miller, qui a eu lieu en 1953, enfin en tout cas elle a été décrite dans un article scientifique en 1953, qui a essayé de mélanger des gaz qu'on pensait être présents dans l'atmosphère à cette époque-là, donc notamment le méthane, l'ammoniac, le dihydrogène, il a rajouté un peu d'eau, et il a juste ce mélange de gaz-là, il l'a soumis à des arcs électriques qui étaient censés juste simuler les éclairs d'un orage. Et en faisant cette expérience-là, il a effectivement découvert qu'il y avait tout un tas de molécules organiques qui étaient formées, et notamment des acides aminés, comme par exemple la glycine, qui est le plus simple des acides aminés, qui sont des acides aminés qu'on retrouve effectivement dans les organismes vivants. Ça, c'est une expérience qui est, j'ai envie de dire, fondatrice dans le domaine des origines de la vie, parce que ça veut dire qu'à partir de molécules extrêmement simples, enfin en tout cas à l'échelle du chimiste, on arrive à former des molécules organiques suffisamment compliquées pour qu'on les retrouve finalement aujourd'hui dans les organismes vivants. Donc ça a été quand même une expérience extrêmement importante et très fondatrice. Sauf que dans l'espace, vous n'avez pas d'éclair. Dans l'espace interstellaire encore, je ne sais pas. Alors non. Là l'idée c'était vraiment de simuler ce qui se passe sur Terre. Donc c'était la formation. L'idée c'était de former des molécules organiques relativement complexes sur Terre, grâce en prenant en compte finalement la composition de l'atmosphère primitive. Donc c'était ça l'idée. Alors finalement, au fur et à mesure des années, on a accumulé un peu de connaissances sur la composition de cette atmosphère primitive, qui est qui est toujours à l'étude. Hein. Parfois, il y a aussi de la contestation au sein de la communauté scientifique. Et il semblerait que la composition du mélange qui a été utilisé par Miller à l'époque ne reflète pas vraiment ce qu'on pense être l'atmosphère primitive de l'époque. On pense qu'il y avait trop de méthane et on n'a pas du tout pris en compte le fait qu'il y avait du dioxyde de carbone qui était déjà présent à l'époque. À cette époque. Voilà, déjà à cette époque, même pas forcément en très grande quantité, mais quand même, c'était présent, et donc du coup, il n'en a pas du tout tenu compte. Et en fait, si on refait ces expériences-là en changeant la composition, ça marche tout de suite beaucoup moins bien, et on retrouve plus cette diversité-là. Parce que maintenant, on connaît la composition de l'atmosphère, de l'air. Au niveau de l'air primaire, on a des éléments là-dessus par rapport au carottage dans la glace, je sais pas. Exactement. En fait, l'idée c'est de carotter, de retrouver des éléments qui sont suffisamment vieux pour pouvoir nous indiquer quelle était l'atmosphère de la Terre primitive à l'époque. On a des éléments
Mais vous savez, en recherche, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un autre élément qui vienne contester ça. Bien sûr. Donc, bon, voilà, effectivement, on a probablement aujourd'hui très clairement des meilleures connaissances en la matière qui nous permettent de dire que finalement la composition qui avait été utilisée par Stanley Miller à l'époque n'était pas forcément réaliste par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, donc, pardon. Oui. Non, allez-y. Et donc du coup finalement cette expérience de Miller a été par la suite remise en cause, bien que fondatrice à mon avis dans ce domaine-là, elle a été remise en cause en disant bah oui mais là ça marche plus si on change la composition de l'atmosphère et c'est là qu'on finalement on peut invoquer une autre théorie dont vous avez parlé qui est la théorie de la panspermie. Donc la théorie de la panspermie, c'est une théorie selon laquelle la vie se serait formée ailleurs que sur Terre. On ne sait pas trop où ça, mais elle serait arrivée sur Terre par l'apport de météorites. Alors dit comme ça paraît pas très réaliste d'imaginer que des organismes vivants, même aussi simples que des bactéries, puissent voyager sur une météorite. Voilà, pendant des années et des années, tout en restant vivant, puis arriver sur Terre, subir un choc énorme, et puis pouvoir se développer par la suite. Par contre, c'est une théorie qui a été reprise à l'échelle moléculaire et qui a, à mon avis, beaucoup plus de consistance, qui est que finalement les briques de la vie, les fameux acides aminés dont vous parliez tout à l'heure, et peut-être d'autres choses comme par exemple le ribose, finalement ils auraient été apportés par des météorites. Donc ça veut dire que les molécules, les briques de la vie, les molécules primordiales, essentielles à la formation des organismes vivants, se seraient formées dans le milieu interstellaire et auraient été apportées sur Terre et ensuite auraient évolué vers des systèmes moléculaires complexes, puis ensuite biologiques. Donc c'est ça la théorie de la panspermie. Tout à fait. André ? Oui, vous venez indirectement d'alimenter un peu une question que je me pose. C'est le problème de l'expérimentation, l'expérience, l'observation, justement, concernant l'origine du vivant. Parce que tout esprit scientifique, entre guillemets, qui s'intéresse aux phénomènes présupposés observables, exige quand même au moins 3 attitudes. L'observation, mais donc des instruments d'observation. Donc vous venez de soulever la difficulté lorsqu'il s'agit d'observer des phénomènes qui sont loin dans l'espace et dans le temps. Et puis il y a aussi le problème de l'expérience, c'est-à-dire tester quand même des hypothèses, et l'expérimentation quand il s'agit de reconstruire tout ça en laboratoire. Donc là on est dans la difficulté centrale de l'esprit scientifique face au problème de connaître les phénomènes. Donc je voulais justement vous poser la question, quel est le rôle que jouent dans votre travail vos éléments d'observation et vos éléments permettant les expérimentations? On vient de le voir, ça repose quand même sur des connaissances plus ou moins admises préalablement. Donc quelles sont, et on voit que ces connaissances plus ou moins admises préalablement évoluent dans le temps, ce qui veut dire que la vérité entre guillemets n'est jamais qu'une limite vers laquelle on tend. Donc j'aimerais un peu connaître votre avis sur les moyens d'expérimenter, notamment dans votre discipline. Déjà, si je me permets de rebondir sur ce que vous dites, effectivement, le doute fait partie du travail de recherche. C'est-à-dire que, effectivement, il faut être prêt à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui conteste ce qu'on est dit. Alors pas forcément en renversant la table et puis en proposant quelque chose de radicalement différent, mais en amenant une petite touche qui va mettre un bémol à ce qu'on propose. Donc ça, c'est clair que quand on fait de la recherche, il faut être prêt à ça. On est à la recherche de la vérité, mais on ne prétend pas forcément avoir la vérité absolue quand on dit quelque chose. Et ça, quelles que soient les disciplines. Quelles que soient les disciplines, de toute façon. En mathématiques, c'est différent. Quelle que soit la discipline. Effectivement, la mathématique, c'est un petit peu différent. Ouais. Oui, c'est différent. Le mot vérité n'a pas le même sens. Au niveau des instruments de mesure, effectivement, vous avez raison, c'est absolument primordial. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des instruments qui sont de plus en plus sophistiqués et qui permettent finalement de
d'aller voir des choses de plus en plus précisément. Alors si on en revient aux histoires de molécules, il se trouve que aujourd'hui on a la possibilité de voir des choses qu'on pouvait pas voir il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Et donc du coup, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et qui donnent un éclairage supplémentaire à ce qu'on a fait précédemment. Et donc c'est pour ça que c'est un peu une quête sans fin, parce qu'on sait très bien que ce qu'on est en train de faire, on découvre des choses, des molécules par exemple, et puis on sait que les générations suivantes vont découvrir d'autres, et donc du coup elles vont nous permettre peut-être de mieux comprendre pourquoi on a trouvé telle molécule, etc., etc. Faut savoir que même l'expérience de Miller qui a eu lieu en 1953, il y a des gens qui se sont amusés à reprendre ces échantillons dans les années 2010, si je ne m'abuse, et qui ont retrouvé des choses, c'est-à-dire qu'ils ont confirmé les résultats de Miller, mais ils ont trouvé des molécules supplémentaires. Donc ça, c'est assez fascinant de se dire que finalement, on peut retrouver des choses supplémentaires pour donner un éclairage éventuellement nouveau, ou en tout cas renforcer les connaissances. Donc la question de la détection des appareils, etc., c'est absolument primordial effectivement dans notre domaine. Et les choses continuent, puisque vous avez une revue qui s'appelle The Origin of Life, l'origine de la vie, où vous avez des publications qui sortent tous les mois, comme dans les autres revues de chimie, de physique, de biologie, de médecine, etc. etc. Donc les choses continuent. Est-ce que vous avez connaissance de nouvelles expériences, sûrement, qui se font actuellement et qui essayent de cerner au plus près ces processus pouvant amener à l'apparition de molécules présentes dans la matière vivante, ce qu'on appelle la matière vivante? Oui, tout à fait. Et ça, il y a tout un tas de laboratoires qui s'intéressent à ça. J'ai des collègues, alors je parle ne serait-ce que de la France, mais il y a évidemment plein d'autres choses à l'international. J'ai pas mal de collègues qui font des expériences, des expérimentations de simulation pour essayer de comprendre quel type de molécules peuvent être formées, par exemple, dans le milieu interstellaire, sur des comètes, par l'apport d'irradiation lumineuse par certaines radiations électromagnétiques, pour essayer de voir finalement quel impact ça va avoir sur les molécules, quel type de molécules on va pouvoir trouver, quelle diversité de molécules on va pouvoir générer de cette manière-là. Donc effectivement, il y a des collègues qui font ça à Marseille, à Nice. On a des physiciens aussi à Rennes, à l'Institut l'IPR, l'Institut de physique de Rennes, qui étudie aussi le milieu interstellaire, en recréant un vide relativement poussé. Donc en fait, tout ça, effectivement, il y a des gens qui font des simulations sans cesse, j'ai envie de dire, avec des nouveaux appareils de plus en plus sophistiqués. On a fini cette deuxième chronique et on va se retrouver la semaine prochaine pour la troisième chronique. Merci beaucoup Yann Trollez. Merci André. Merci à vous. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous et passez un très très bon week-end. Voilà. À bientôt. Au revoir, bon week-end. Bon week-end.